Aujourd'hui, nous serons à nouveau étonnés de ce dont la flore de notre planète est capable. C'est parti! Commençons par quelque chose de phénoménal. Même dans un désert comme le Sahara, il pleut parfois et cela suffit à faire survivre la plante la plus incroyable de la Terre. Un bulbe de branches séchées s'élève du sable. Avec un vent fort, il peut voyager. Parfois plus d'1 kilomètre par jour. Cette plante est morte depuis 100 ans. Mais pour elle, tout n'est pas encore perdu, et elle ne voyage pas sans but, car c'est une rose statique capable de résurrection. Son nom est la rose de Jéricho. Dans ces régions, la pluie ne tombe qu'1 ou 2 fois par an. Il est presque impossible de trouver une flaque d'eau. Cependant, si vous la cherchez pendant des décennies, tôt ou tard, vous aurez de la chance. Les branches mortes absorbent l'eau et se retournent en quelques minutes. Et la plante morte depuis 100 ans est toujours vivante. La vie trouvera toujours le moyen le plus sophistiqué de survivre dans des conditions impossibles. Mais la rose de Jéricho a besoin d'un autre miracle. La pluie doit tomber sur les branches avant qu'elles ne sèchent et ne roulent à nouveau. Et parfois, ce miracle se produit. Les gouttes de pluie font voler les graines de la plante dans différentes directions. Le sol est gorgé d'humidité. Quelques heures plus tard, de nouvelles pousses apparaissent. Dans quelques semaines seulement, elles fleuriront et formeront leurs propres graines. Puis, avant qu'elles ne puissent pousser davantage, le soleil les tue. Mais leurs graines continuent de vivre à l'intérieur de la plante, attendant que la pluie revienne et tombe dans la flaque, même si cela arrive un siècle plus tard. Bientôt, la plante morte s'arrache de ses racines et devient une faille dans le champ. Mais savez-vous ce qui est le plus surprenant? Il existe exactement la même plante, mais qui agit avec précision à l'opposé. Elle peut aussi être morte depuis des années. Mais pour sa résurrection, elle n'attend pas l'eau, mais le feu. Un vrai feu. Cette plante se trouve en Afrique du Sud. Ceci est la flore la plus diversifiée qui existe au monde. Environ 9000 plantes, dont la plupart sont couvertes de plumeaux. Elles se font concurrence pour leur aide, affichant des formes extravagantes et des couleurs vives. Tout le monde promet un doux nectar en guise de récompense, mais voici une plante qui évite la concurrence avec la foule. Et la température estivale croissante lui donne tout ce dont elle a besoin. Le premier incendie éclate depuis 15 ans, et la plante même qui l'attendait a sa chance. Un immense territoire brûle jusqu'au sol, la flamme dévore tout sur son passage. Le territoire est rempli de fumée. Presque toutes les plantes sont détruites et réduites en cendres. À cause de la fumée des charbons de fusion, il peut sembler qu'aucune plante n'a survécu à cet enfer. Mais seulement 4 jours après l'incendie, le lys ardent renaît de ses cendres. Il est resté sous terre pendant 15 ans. Mais maintenant, il commence à vivre de la fumée. Sa floraison est petite et non plumeuse. Les oiseaux peuvent voir ces minuscules balises rouges à une grande distance. Elles sont désormais la seule source de nectar à proximité, et plus leur nectar est attiré, plus elles ont de chances de se répandre. Après quelques mois, tout le paysage reprend vie et avec le retour de la concurrence, les lys ardents sont à nouveau invisibles. Ils retourneront maintenant sous terre et auront la forme d'un arc jusqu'à ce qu'un autre incendie se réveille dans quelques décennies. Beaucoup de gens pensent à tort que la dionée ou encore la mouche de Vénus est la plante carnivore la plus rapide, en raison de la vitesse à laquelle elle attrape les insectes. Son piège surprend vraiment. La plupart des insectes n'ont pas le temps de réagir. Cependant, il existe encore une autre plante prédatrice, qui est beaucoup plus rapide que la mouche de Vénus. Et maintenant, vous allez voir quelque chose d'incroyable, qui choquera votre imagination. Devant vous se trouve l'est du Venezuela. Les pluies y sont si fortes que le sol ne peut pas s'accumuler sur les hauts sommets rocheux. C'est là que vivent les plantes que vous voyez. Ce sont des broméliacées appelées Brocchinia reducta. Leurs feuilles forment des cratères et recueillent l'eau de pluie, qui s'accumule au centre. On se demanderait, pourquoi stocker de l'eau dans les plantes, car il y en a déjà trop ici. Mais maintenant vous comprendrez. Ces petits étangs à l'intérieur des broméliacées sont colonisés par les créatures les plus diverses, toutes sortes de larves de moustiques et d'autres insectes. Ils y vivent toute leur vie et meurent tôt ou tard. Leur corps après la mort fournissent une partie des besoins en nutriments de la plante. C'est une bonne coopération dans laquelle les deux parties peuvent s'épanouir. Mais il y a un gros mais. Il existe une plante prédatrice voleuse qui profite de cette situation. Et là, elle vole lentement et imperceptiblement les insectes qui se promènent dans l'étang. C'est un véritable voleur du monde des plantes.
Cette tige de l'éclaireur appartient à une plante appelée Utricularia humboldti. Elle veut aussi manger des créatures vivantes. Elle a aussi besoin de nutriments. Et la petite vie pleine du bassin de la Broméliacée est un endroit idéal pour les trouver. Le voleur abaisse sa tige dans la piscine de quelqu'un d'autre et commence à se transformer en chasseur. La plante fait pousser les bulles de piège et en retire l'excès d'eau, créant ainsi un vide partiel. Chaque bulle possède une trappe recouverte de poils sensibles. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre le bon moment. Il suffit de la toucher une fois pour prédire le sort de la victime. En ralentissant la vidéo de 240 fois, on peut voir comment agit la bulle. Au moindre contact, la valve s'ouvre vers l'intérieur et sous l'effet du vide, l'insecte est instantanément aspiré dans la bulle. Tout cela se passe en moins d'une milliseconde. Le Utricularia humboldti est connu à juste titre comme le tueur le plus rapide du monde des plantes. Après s'être nourri, le Utricularia humboldti accumule suffisamment d'énergie pour faire pousser un autre papillon qui va chercher un autre bassin de Broméliacée et y installer une coupure pour piller une autre plante. Au centre de Hong Kong, les graines du ficus, des étouffeurs, qui ont atterri sur les murs de pierre de la génération précédente, répandent leurs racines flexibles et ramifiées au loin. Ils peuvent être si solidement fixés qu'ils font partie intégrante de l'architecture urbaine. C'est probablement la déco parfaite. Mais il existe des endroits où ces capacités extraordinaires des figuiers étaient destinées à être utilisées à des fins incroyables. Au Meghalaya, dans le nord-est de l'Inde, le haut plateau montagneux est coupé par des vallées abruptes. C'est là que vit le peuple Kasi, qui a appris à utiliser les propriétés étonnantes des figuiers pour vivre dans ce paysage difficile. Comme à Hong Kong, de nombreuses racines de l'arbre se fixent fermement au mur. Dans ce cas, les racines sont fixées à la pente de la montagne. Ces racines peuvent s'étendre de 2,5 cm par jour. Elles sont exceptionnellement solides, flexibles et peuvent se développer sous différentes formes. Les Kasi ont décidé de les utiliser comme escaliers. Mais la saison du muson pose des défis presque insurmontables pour les habitants de Kasi. C'est l'endroit le plus humide du monde. Près de 30 cm de précipitations tombent chaque jour. Les rivières deviennent des ruisseaux meurtriers qui divisent la communauté. À ce moment-là, l'attitude des figuiers et des Kasi devient la plus importante. Ils plantent délibérément des figuiers à côté des rivières. Lorsque ceux-ci poussent suffisamment pour former de nombreuses racines pendantes, les Kasi commencent à les travailler. Les jeunes racines sont plus adaptées au début du projet. Ces racines sont nombreuses, elles sont très souples. Cet homme plante des racines dans des tubes de bambou qu'il dirige vers l'autre côté de la rivière. Puis il laisse l'affaire derrière l'arbre. Les racines poussent à l'intérieur des tubes de bambou. Ces brins s'unissent au fur et à mesure de leur croissance, divisant les nutriments et les ressources, devenant plus forts que n'importe quelle racine isolée. Les années passent et au fil du temps, les racines deviennent un pont vivant. Et contrairement à tous les ponts en bois et autres ponts du monde, ces ponts deviennent de plus en plus solides chaque année, et non l'inverse, car les racines continuent de pousser constamment. Les habitants de Kasi ont construit de nombreux ponts vivants ici. Ce sont quelques-uns des bâtiments les plus incroyables du monde. Dans les films fantastiques, il est surprenant que cette idée soit venue à l'esprit de quelqu'un. Les ponts vivants faits de racines d'arbres sont un véritable cercle de sauvetage pour les habitants Kasi. Leur importance est difficile à surestimer. Grâce à eux, le village peut s'épanouir dans un paysage aussi complexe. Les plantes utilisent de nombreuses techniques différentes pour disperser autant que possible leurs graines. L'une des plus remarquables est celle-ci. Elle est de la famille des concombres et elle est nommée le concombre d'âne. Au cours des dernières semaines, la pression a augmenté dans ces tiges. En conséquence, elles sont aussi serrées qu'un pneu de vélo bien gonflé. Et maintenant, elles n'ont besoin que d'une faible poussée. Si on les touche ou si le vent souffle, elles se mettent à gicler leurs graines. Comment cela se passe-t-il ? Plus la plante pousse ses graines loin, mieux c'est. Si la pousse trop près de l'ancêtre, elle devra rivaliser pour les nutriments et la lumière. De la même manière, mais un peu différemment, fonctionnent les tiges de la balsamine. Ce sont des bombes à action lente. Pendant le séchage, elles commencent à se tendre le long des lignes de faiblesse soigneusement disposées. Et maintenant, elles suffisent à toute faible indignation, même à une goutte de pluie pour une explosion efficace. Dans le monde du désert, l'eau est un élément très important pour les plantes. Pour la plupart d'entre elles, les plantes sont trop grandes et elles meurent sans pouvoir atteindre un endroit. Mais celui-ci a eu de la chance.
Pour lui, la surface du cactus était accessible. Il s'accroche à une ventouse spéciale et attend que l'obscurité arrive. La nuit, les cactus ouvrent leurs pores pour respirer. De l'oxygène sort, du dioxyde de carbone entre à l'intérieur et avec lui, le tristérix. Une fois à l'intérieur, ces tissus se répandent sur le corps du cactus, le nourrissant de précieuses réserves d'eau. Puis, 1 an plus tard, il pénètre à travers la peau du cactus et commence à fleurir. Les calibras volent vers le nectar en pulvérisant les fleurs. Le cactus est très beau si l'on ignore le fait qu'il est entièrement couvert de parasites, et non de ses propres fleurs. Après la pulvérisation, pour compléter le cycle, le tristérix produit des centaines de graines blanches attrayantes qui attirent les oiseaux. Les oiseaux les mangeront, puis les transféreront sur un autre cactus et la roue tournera. Si vous vous souvenez, dans le film Avatar, il y avait des plantes qui se détournaient instantanément lorsqu'on les touchait. Étonnant. Mais dans notre monde réel, il y a aussi quelque chose de similaire. Devant vous se trouvent les mimosas honteux. Cette plante réagit extrêmement rapidement au contact, créant une sensation comme si nous avions devant nous une sorte d'animal. Une réaction aussi rapide de la compression des feuilles est due au fait que la base des tiges des feuilles est située dans des membranes d'eau et que les feuilles elles-mêmes ont des récepteurs sensibles à la pression. Au toucher, le liquide se précipite vers le point de contact et sous ce poids, la feuille se replie. Cela permet à la plante de se protéger de toutes sortes de dommages. Dans l'une des études, il a été découvert que le mimosa timide a la propriété de s'auto-entraîner et de se souvenir des caractéristiques du contact. Et s'il ne constitue pas une menace, la plante ne gaspillera pas d'énergie sur les feuilles. Parlant de plantes incroyables, il est impossible de ne pas mentionner les célèbres castors sauteurs mexicains, un type de Ricinus communis. Ils poussent sur une petite zone de terrain montagneux et frais, et se distinguent de tous les autres castors du monde par le fait qu'ils peuvent se déplacer. À l'aide de sauts et de roulades, ils parviennent à surmonter lentement la distance. Certains les appellent haricots sauteurs. Ils peuvent donc sauter ainsi pendant 6 à 8 mois. Et ils sautent dans une direction ciblée et peuvent même grimper sur la pente. Ces sauts sont faits pour échapper à la chaleur vers un endroit plus frais, par exemple, sous l'herbe ou sous la pierre. Et c'est facile à prouver. Si vous les placez sur une plateforme dont un côté est chauffé par une lampe et l'autre est refroidi, alors avec le temps, tous les haricots se déplaceront vers le côté le plus frais. Comment ces babas font-ils pour sauter? Ils n'ont pas d'os, rien qui leur permettrait de bouger. Vous l'avez peut-être déjà deviné, des parasites vivent à l'intérieur d'eux. Ce sont les larves de mollusques, et ce sont elles qui ne supportent pas la chaleur. La larve à l'intérieur commence à bouger, tirant sur le fil, ce qui fait rouler ou sauter la graine. Les chenilles ont très peur de la surchauffe, car cela conduit à leur déforestation et peut les tuer. Les gens aiment tellement les castors sauteurs qu'ils les vendent avec des chenilles à l'intérieur. Sans elles, ils n'intéressent personne. Nous nous dirigeons vers l'Amérique du Sud. Devant vous se trouve le Pantanal, le plus grand monde aquatique parmi ceux qui n'ont pas d'accès direct à la mer. Pendant plusieurs mois par an, les conditions idéales pour les plantes aquatiques sont créées ici. Elles rivalisent toutes entre elles pour occuper une place à la surface afin de recevoir plus de rayons de soleil, source de vie. Chacun essaie de pousser le plus vite possible, jusqu'à ce que les concurrents y parviennent, et chaque jour la lutte pour une place sous le soleil devient plus intense. Mais pendant que tout le monde se bat pour le rayon, un monstre surgit des profondeurs, qui détruira bientôt tout le monde ici. Devant vous se trouve un véritable monstre du monde des plantes, sans pitié et bien armé. Il nettoie son emplacement avec l'un de ses bourgeons comme un bulbe et peut maintenant commencer à se déployer. Il s'agit d'une feuille de lys géante appelée Victoria amazonica. La feuille s'étend de plus de 20 cm par jour et atteindra avec le temps une largeur de plus de 2 mètres. Les énormes feuilles sont maintenues par un support rempli d'air et protégées par des épines de 2 cm de long, qui les protègent des poissons venimeux. Les feuilles flottent sur l'eau et leur surface est couverte de petits trous avec des prunes, ce qui garantit que l'eau de pluie n'inondera pas la plante. En quelques mois, les lys produiront environ 40 de ces feuilles géantes. À chaque feuille allumée, de moins en moins de lumière reste sur les autres plantes. Le lys écarte ses concurrents, en écrasant ou en perçant un grand nombre. C'est comme un caoutchouc, dans lequel aucun des concurrents des lys ne survit. À la fin, les énormes feuilles sont pressées contre les bords si étroitement qu'elles coupent complètement la lumière pour les plantes en dessous. La bataille est terminée. Une victoire sans parcelle. Les nénuphars sont si gros et si forts sur l'eau qu'une personne peut facilement se tenir debout dessus avec tout son poids.
Ou pas. D'accord, en fait, il le peut, mais seulement si le poids est correctement réparti. La plante peut supporter jusqu'à 50 kg de poids grâce à des côtes creuses inhabituellement grandes. Et vous pouvez vous tenir dessus si vous mettez une sorte de disque. Le poids sera alors réparti sur toute la plante et la personne pourra s'y accrocher, ce que beaucoup de gens réussissent à faire. Les champignons utilisent une matrice semblable à des cheveux et des fils appelés mycélium. Ils collectent le sucre des racines des arbres et fournissent en échange à l'arbre des minéraux extraits du sol. De plus, les arbres utilisent les réseaux de champignons pour interagir entre eux. Par exemple, ils échangent des informations et des avertissements importants sur les maladies. Lorsque l'été apporte un nouveau danger pour la forêt, les jeunes arbres peuvent souffrir de la sécheresse, car leurs réserves d'eau limitées s'épuisent rapidement. Mais le réseau forestier vient à leur secours. Les grands arbres, dotés d'une réserve d'eau énorme, redirigent leur eau vers les jeunes arbres par le biais du réseau de champignons. Le jeune arbre commence à vivre, malgré le manque de pluie. Tout simplement incroyable. Les scientifiques commencent seulement à révéler toute la puissance du lien entre les champignons et les arbres, mais il est déjà clair que ces relations profondes sont essentielles à la vie sur Terre. C'est tout pour l'instant. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de regarder les vidéos précédentes. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant en tant que membre, où vous allez pouvoir regarder les vidéos avant le public.